Chloé Vasseur descendait le couloir du bureau, au centre de Colmar, avec l'impression que ses pieds touchaient à peine le sol. Son cœur battait de joie, et un sourire illuminait son visage, un sourire que ses collègues remarquèrent aussitôt, et auquel ils répondirent par des sourires semblables. Elle venait de quitter le bureau du directeur, où Stéphane Morel lui avait serré la main et prononcé les mots qu'elle attendait depuis 3 ans. Félicitations, Chloé. À partir du 1er octobre, vous serez la nouvelle responsable du service marketing. 3 ans de travail acharné. 3 ans de nuits blanches passées sur des dossiers, de projets menés au pas de course, de présentations où elle avait prouvé, encore et encore, sa compétence. 3 ans durant lesquels d'autres s'étaient attribué ses idées, l'avaient interrompue en réunion, comme si elle ne parviendrait jamais à franchir ce plafond invisible. Et là, enfin, elle y était arrivée. Les collègues la félicitaient sur son passage. Sandrine, de la comptabilité, la serra dans ses bras si fort que Chloé en eut presque le souffle coupé. Nicolas, de l'informatique, lui adressa un clin d'œil et un pouce levé. Même Monique, la gestionnaire de bureau perpétuellement grincheuse, hocha la tête d'un air qui ressemblait à une approbation. Bien joué, grognatait-elle. Tu l'as mérité. Chloé jeta un coup d'œil à l'horloge. 16h30. Elle ne partait presque jamais avant 19h, mais aujourd'hui, Stéphane Morel l'avait laissé filer plus tôt. Allez, va fêter ça. Des journées comme ça n'arrive pas tous les ans. Elle rassembla ses affaires, glissant dans son sac les dossiers qu'elle avait prévu d'étudier à la maison tout en sachant parfaitement qu'elle ne les ouvrirait pas. Aujourd'hui, elle voulait seulement être heureuse. Appeler sa mère. Dire à son mari, Lucas, qu'il pourrait peut-être enfin ouvrir cette bouteille de champagne qui dormait au frais depuis le Nouvel An. Dehors, l'air était doux. La fin septembre s'était montrée étonnamment clémente, presque estivale. Le soleil descendait vers l'horizon, promettant une soirée tiède. Chloé ôta son trench léger et le posa sur son avant-bras. Elle avait envie d'inspirer profondément, de sentir l'air remplir ses poumons, de sentir que la vie, enfin, se remettait à l'endroit. Elle décida de rentrer à pied. 20 minutes seulement, mais aujourd'hui, cette marche lui paraissait un cadeau. Les voitures passaient, les gens se hâtaient, chacun absorbé par ses préoccupations. Chloé, elle, flottait dans une bulle de bonheur. Son téléphone vibra dans son sac. Un message de sa mère, « Comment tu vas, ma chérie ?» Chloé sourit. Ce soir, elle lui dirait tout. Elle lui raconterait la promotion. Elle lui raconterait cette sensation étrange d'être enfin arrivé au bout de quelque chose. Le marché frais du centre, au coin de la rue, était comme d'habitude, enseigne lumineuse, portes automatiques, présentoir de promotion à l'entrée. Chloé allait passer sans s'arrêter quand une voix d'homme, forte et agacée, claqua derrière elle. « Je t'ai dit de dégager. Ici, c'est pas une soupe populaire. » Elle se retourna. À l'entrée du magasin, un agent de sécurité massif, dans sa veste d'uniforme, poussait rudement une femme qui tenait un bébé contre elle. La femme trébucha sur le seuil, manquant de perdre l'enfant. Le vigile la repoussa, plus fort. « Dehors. Combien de fois faut le répéter? C'est tous les jours la même chose. » La femme ne cria pas, ne se débattit pas. Elle serra seulement le bébé contre sa poitrine et recula de quelques pas. L'enfant était enveloppé dans une vieille veste. Son visage était pâle, presque gris. Et il ne pleurait pas. Ce silence-là, plus encore qu'un hurlement, avait quelque chose d'insoutenable. Chloé resta figée. Les passants contournaient la scène. Certains tournaient la tête, d'autres pressaient le pas. Quelqu'un secoua la tête, quelqu'un fronça les sourcils, mais personne ne s'arrêta. Le vigile retourna à l'intérieur. La porte automatique se referma avec un claquement sec. La femme demeura près du mur, berçant doucement l'enfant. Chloé s'approcha. La femme était jeune, 25 ans tout au plus. Des yeux sombres. De longs cheveux noirs tressés. Des vêtements vieux mais pas sales, et des baskets usées. Elle ne tendait pas la main. Elle ne demandait rien. Elle restait là, le regard fixé sur un point au-delà de Chloé, berçant le bébé avec lenteur. « Je peux vous aider ?» demanda Chloé, entendant sa propre voix comme si elle venait de loin. La femme tourna lentement les yeux vers elle. Son visage était neutre, comme si elle pesait la valeur de la réponse.
de l'eau, dit-elle à voix basse. Le bébé a besoin d'eau. Sa voix était calme, épuisée, sans drame ni supplique. Un simple constat. Chloé hocha la tête et entra rapidement dans le magasin. Le vigile la suivit du regard, hostile, mais ne dit rien. Elle prit une bouteille d'eau adaptée aux nourrissons, du lait en poudre, un paquet de biscuits, des petits pots, des compotes, des bananes. À la caisse, la caissière scanna les articles mécaniquement sans lever les yeux. 85,60 €. Chloé paya par carte, récupéra le sac, et ressortit. La femme était toujours au même endroit. Chloé s'approcha et lui tendit les courses. Tenez. Pour le bébé. Puis elle ouvrit son sac, sortit son portefeuille et prit un billet de 100 € tout neuf. Elle le tendit à la jeune femme. La femme regarda le sac, prit le billet, puis fixa Chloé. Un regard long, lourd. Merci, dit-elle enfin, doucement. Peu de gens s'arrêtent. Chloé ouvrit la bouche pour répondre quelque chose d'automatique, de rien, ça va aller, mais la femme fit un pas vers elle. Son regard se durcit, devint perçant. Elle scruta le visage de Chloé comme si elle lisait quelque chose d'invisible. Attendez, dit-elle. Ne partez pas. Chloé s'immobilisa. Il y avait dans la voix de cet inconnu quelque chose qui l'obligeait à rester. Quelque chose de dérangeant, presque hypnotique. La femme réajusta le bébé dans ses bras et regarda Chloé de nouveau. Vous avez été gentille avec moi. Peu de gens s'arrêtent. Mais je dois vous dire quelque chose. Elle marqua une pause. Je m'appelle Léa. Je vois des choses. Pas tout le temps. Mais parfois très clairement. Et là, je vois quelque chose. Chloé voulut sourire, dire qu'elle était pressée, qu'elle devait rentrer. Les mots se coincèrent dans sa gorge. Léa la regardait avec tant de sérieux qu'un sourire aurait ressemblé à une insulte. Votre mari va vous apporter des fleurs ce soir, dit Léa d'un ton plat, presque indifférent. Un gros bouquet, avec une odeur très forte. Chloé cligna des yeux. Lucas des fleurs? Il n'en offrait qu'aux grandes occasions, anniversaires, fêtes, et encore. Pas comme ça. Jamais. Il va vous demander de les sentir, continua Léa. Il dira que c'est un cadeau. Qu'il voulait vous faire plaisir. Elle s'interrompit. Ne les sentez pas. Quoi que vous fassiez, ne les approchez pas de votre visage. Si vous respirez ça vous ne survivrez pas. Silence. Le bruit des voitures. Un éclat de rire au loin. Chloé resta là, à regarder Léa, son visage sérieux, le bébé dans ses bras. Quoi? Souffla-t-elle enfin. J'ai déjà vu ça une fois, dit Léa doucement. Et chaque détail était clair. Une femme est morte d'une crise. Tout le monde a dit que c'était un accident. Asthme, santé fragile. Mais moi, je savais la vérité. J'ai vu son mari se préparer, acheter les fleurs, attendre. Léa planta ses yeux dans ceux de Chloé. Vous avez un inhalateur dans votre sac. Je l'ai vu quand vous avez sorti votre portefeuille. Instinctivement, Chloé serra son sac contre elle. Oui, son inhalateur était toujours là. Un asthme léger, mais des crises arrivaient surtout à l'automne, quand l'air devenait humide et lourd. Mais quel rapport? Vous pensez que je suis folle? Demanda Léa, avec un sourire sans humour. Vous pensez qu'une fille à la rue raconte n'importe quoi? Peut-être. Mais si votre mari rentre ce soir avec des fleurs, souvenez-vous de mes mots et apportez-les-moi ici. Tout de suite. Pourquoi? Chloé trouva enfin sa voix. Pour que vous ne mouriez pas, répondit Léa simplement. Je serai ici jusqu'à la nuit. Ensuite, je vais au foyer. Si vous venez, vous me trouverez devant ce marché. Elle secoua la tête. Ne croyez pas que c'est une blague. Je ne plaisante jamais avec la mort. Chloé recula d'un pas. Son cœur s'emballa. N'importe quoi. Absurde. Lucas était son mari depuis 5 ans. Ils avaient traversé tellement de choses, des déménagements, le crédit, les difficultés. Et sa maladie, 3 ans plus tôt, quand son asthme s'était aggravé au point qu'elle avait été hospitalisée une semaine. Lucas était resté près d'elle, lui avait apporté ses médicaments,
avait veillé. Je dois y aller, balbutia Chloé. Allez, répondit Léa, en hochant la tête. Mais souvenez-vous des fleurs. Ne les sentez pas ce soir. Chloé se détourna et s'éloigna vite. Ses jambes bougeaient toutes seules. Ses pensées étaient un chaos. Une hallucination, bien sûr. Une hallucination. La femme avait visiblement des problèmes. Les gens à la rue disent souvent des choses étranges, c'était connu. Rien à prendre au sérieux. Et pourtant pourquoi ses mains tremblaient-elles? Pourquoi sa poitrine se serrait-elle soudain, comme si l'air manquait? Elle s'arrêta, sortit son inhalateur, inspira une bouffée. Le médicament agit rapidement. Sa respiration se calma. Psychosomatique, décida-t-elle. Juste le choc. Elle reprit sa marche, plus vite, l'esprit en feu, la promotion, la joie et maintenant cette sensation étrange qui ne la lâchait pas. Les mots de Léa tournaient en boucle, des fleurs. Ne les sentez pas. Vous ne survivrez pas. Chloé secoua la tête, tentant de chasser l'idée. Lucas l'aimait. Ils étaient mari et femme. Ils n'étaient pas parfaits, bien sûr parfois irritables, parfois distants. Ces derniers mois, il s'était un peu refermé, mais c'était le travail, le stress. Son entreprise était en pleine réorganisation, des licenciements étaient annoncés, tout le monde était nerveux. Mais un meurtre? Impossible. Elle arriva dans sa rue. Sa maison n'était plus qu'à 5 minutes, un pavillon banal, dans un quartier tranquille, où il louait depuis 2 ans un petit logement avec un étage et une terrasse. Rien d'exceptionnel, mais c'était chez eux. Chloé monta les marches, sortit ses clés. À l'intérieur, c'était silencieux. Lucas rentrait d'habitude vers 20 heures. Il travaillait dans une entreprise de BTP, bâtiment du Rhin, avec des horaires irréguliers. Chloé se changea, alla à la cuisine et mit la bouilloire en route. Elle devait se calmer. Boire quelque chose. Oublier cette rencontre bizarre. Une coïncidence. Rien de plus. Qu'est-ce qui pouvait bien traverser la tête d'une voyante de rue? Elle ouvrit le réfrigérateur, regarda la bouteille de champagne. Voilà. Ils fêteraient ça ensemble. Elle attendrait Lucas, lui annoncerait la promotion, et ils célébreraient comme un couple normal, comme une famille. Son téléphone vibra. Message de Lucas, je suis là dans 1 heure. J'ai des nouvelles. Chloé fronça les sourcils. Des nouvelles? Il écrivait d'habitude, je suis en retard, ou, j'arrive. Des nouvelles, c'était inhabituel. Elle répondit, ok, je suis à la maison. J'ai une nouvelle aussi. Elle posa le téléphone sur la table et alla dans la salle de bain. Une longue douche chaude qui, d'habitude, la détendait. Elle ferma les yeux, laissa l'eau couler sur son visage, sentit la tension s'éloigner peu à peu. Et soudain, son esprit claqua, des fleurs. Ce soir. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Assez. Arrête d'y penser. Elle n'était pas superstitieuse. Elle ne croyait pas aux prédictions. C'était juste la fatigue. Une longue journée. Un bruit de clé dans la serrure. Chloé se figea. 1 heure n'était pas passée. Lucas était déjà là. Elle se sécha à la hâte, enfila son peignoir et jeta un œil dans le couloir. Lucas était à la porte, en train d'enlever sa veste. Et dans ses mains, il tenait un énorme bouquet éclatant. Des roses, des lys, et d'autres fleurs plus exotiques. Une odeur lourde et piquante frappa Chloé au visage dès qu'elle posa le pied dans le couloir. Lucas se tourna vers elle et sourit. « Salut, dit-il. C'est pour toi. » Chloé resta dans l'encadrement de la salle de bain, fixant le bouquet immense, presque criard dans ses couleurs, des roses rouges, des lys blancs, des fleurs violettes dont elle ne connaissait pas le nom. De la verdure, des rubans, du papier. Lucas le tenait devant lui comme un bouclier. Il souriait, un sourire large, mais un peu raide. Forcé. « Félicitations pour ta promotion, dit-il en avançant d'un pas. Chloé recula instinctivement. L'odeur lui monta au nez si violemment qu'elle en perdit presque le souffle. C'était écœurant, lourd, étouffant, comme si quelqu'un avait vidé un flacon de parfum bon marché dans le couloir. « Toi comment tu as su ?» réussit-elle à dire, la gorge serrée.
Sandrine m'a envoyé un message, répondit Lucas. Ta collègue m'a aussi félicité. Elle a dit que tu étais une star, que tu l'avais mérité. Sandrine. Bien sûr. Elle avait son numéro. Logique. Tout était logique. Mais pourquoi Lucas tenait-il le bouquet si bizarrement? Pourquoi ne le posait-il pas? Pourquoi restait-il si près, au point que l'odeur devenait insupportable? Sans-les, insista Lucas, en rapprochant encore les fleurs de son visage. Allez. Elles sont fraîches. Je viens de les acheter. Chloé recula encore. Son dos heurta le chambranle de la porte. Sa poitrine commença à se contracter. Cette sensation familière, l'annonce d'une crise. Quand l'air semble s'épaissir, quand chaque respiration demande un effort. Lucas recule, s'il te plaît, demanda-t-elle, tentant de garder une voix stable. L'odeur est trop forte. J'ai du mal à respirer. Il s'arrêta. Le sourire ne quitta pas son visage, mais quelque chose changea dans ses yeux, une tension, un agacement. Il la regarda comme si elle avait fait quelque chose de mal. C'est un cadeau, dit-il lentement. Je me suis donné du mal. Je les ai choisis. Je voulais te faire plaisir. Et toi, tu ne peux même pas les sentir. Je vais le faire, dit Chloé vite, le cœur cognant. Donne-moi juste une seconde. Je vais les mettre dans l'eau. Non, coupa Lucas. Sens-les maintenant. Son ton se durcit, devint plus exigeant. Chloé le fixa. Et pour la première fois en 5 ans de mariage, elle ne reconnut pas l'homme en face d'elle. Il souriait toujours, mais ce sourire était celui d'un étranger. Il tenait toujours le bouquet, mais ses mains étaient crispées. Les mots de Léa sonnèrent dans sa tête comme une cloche, il te demandera de les sentir. Il dira que c'est un cadeau. Si tu respires ça, tu ne survivras pas. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas une simple coïncidence. Juste une étrange, absurde coïncidence peut-être. Mais cette peur ne lâchait plus. Lucas, je ne me sens vraiment pas bien avec cette odeur, dit Chloé en forçant un sourire. Tu sais que j'ai de l'asthme. Les odeurs fortes me déclenchent une crise. Laisse-moi juste ouvrir une fenêtre, aérer, et ensuite on pourra. Tu plaisantes? La voix de Lucas monta. Je t'apporte des fleurs. J'ai dépensé de l'argent, du temps. Je voulais faire quelque chose de bien. Et tu refuses même de les sentir. Il ne criait pas, mais il y avait dans ses mots quelque chose qui glaça Chloé. Ce n'était pas de la peine. C'était l'irritation de quelqu'un dont le plan déraille. Je ne refuse pas, dit-elle doucement, essayant de rester calme. Laisse-moi juste les mettre sur la terrasse. Il fait plus frais dehors. Elles tiendront plus longtemps, et l'odeur sera moins forte à l'intérieur. Elle tendit les mains pour prendre le bouquet. Pendant une seconde, Lucas le serra plus fort, comme s'il ne voulait pas le lâcher. Puis il ouvrit brusquement les doigts. Chloé attrapa les fleurs en les tenant aussi loin que possible de son visage et se précipita vers la cuisine. Lucas la suivit. Elle entendit ses pas, lents et lourds. Il n'avait pas enlevé ses chaussures. Il les retirait toujours dès l'entrée. C'était sa règle. Mais aujourd'hui, il était entré avec sa veste et ses chaussures, derrière elle, sans s'arrêter. Chloé ouvrit la porte-fenêtre, sortit sur la terrasse, posa le bouquet sur la petite table, dans un seau en plastique. L'air frais du soir lui frappa le visage et lui apporta un soulagement immédiat. Elle inspira plusieurs fois, sentant ses poumons se déployer, l'oxygène revenir. Voilà, dit-elle en se retournant vers Lucas. Maintenant, elles sont à l'air. Elles sont très belles. Merci. Lucas se tenait dans l'encadrement, immobile. Son visage était fermé. Il ne souriait plus. Il la regardait, l'étudiait, comme s'il cherchait à comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. « Tu es sûr que tu les as sentis ?» demanda-t-il enfin. La question paraissait si banale, si ordinaire, que Chloé douta un instant d'avoir bien entendu. « Quoi? Tu as senti les fleurs ?» répéta Lucas, en avançant d'un pas sur la terrasse. Chloé recula jusqu'à la rambarde. La terrasse était petite. Lucas bloquait presque toute l'ouverture.
Lucas, qu'est-ce qui se passe? Sa voix trembla malgré elle. Pourquoi tu agis comme ça? Moi? Comme ça? Il eut un rictus sans joie. C'est toi qui agis bizarrement. Je t'apporte un cadeau. Je veux te faire plaisir. Et toi? Tu ne les as même pas sentis. Tu ne m'as même pas remercié correctement. Je t'ai remercié, protesta Chloé. Et j'apprécie. C'est juste que l'odeur est très forte et je ne me sens pas bien. Toujours ton asthme, l'interrompit Lucas, et une colère sourde glissa dans sa voix. Toujours une excuse. Tu as oublié ton inhalateur, ou le médicament n'est pas le bon, ou tu n'aimes pas l'odeur. Peut-être que tu ne veux juste pas accepter ce que je te donne. Chloé se tut. Elle regardait son mari sans comprendre qui se tenait devant elle. 5 ans ensemble. 5 ans. Elle croyait connaître cet homme. Et le voilà, avec une voix qu'elle n'avait jamais entendue, accusatrice, froide, étrangère. Je vais me changer, dit-elle en s'efforçant de rester stable. Et ensuite, on parlera calmement. D'accord. Elle fit un pas vers la porte. Lucas ne bougea pas. Elle se faufila près de lui, son épaule frôlant la sienne, sentant à quel point son corps était tendu. Dans le couloir, elle s'arrêta, le dos contre le mur. Ses mains tremblaient. Tout son corps tremblait. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui venait de se passer? Elle entra dans la chambre, ferma la porte, s'assit au bord du lit. Elle sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle avait du mal à composer un numéro. Appeler qui? Sa mère? Et dire quoi? Maman, mon mari m'a apporté des fleurs et j'ai peur. La police? Bonjour, mon mari m'a offert un bouquet. Aidez-moi. Il se moquerait d'elle. Léa avait dit, apportez-moi les fleurs. Tout de suite. Chloé secoua la tête. Non. C'était absurde. Elle n'allait pas courir chez une voyante sans abri avec un bouquet, comme une idiote terrorisée. C'était son mari. Sa maison. Elle devait juste se calmer et lui parler normalement. La porte de la chambre s'ouvrit. Lucas entra sans frapper. Il avait enlevé ses chaussures. Il portait un jean et un pull. Il la regardait avec la même expression illisible. « Qu'est-ce que tu fais à rester assise comme ça ?» demanda-t-il. « Je croyais qu'on fêtait ta promotion. » Sa voix s'était adoucie, presque comme avant. Chloé leva les yeux. Peut-être avait-elle imaginé tout ça. Peut-être s'était-elle monté la tête à cause de cette femme. « Oui, dit-elle. »« Bien sûr. Fait-on ça ?» Elle se leva, passa devant lui, alla à la cuisine, sortit le champagne du frigo et 2 flûtes du placard. Ses mains tremblaient encore, mais elle tenta de ne rien laisser paraître. Lucas s'assit à la table, se renversa légèrement sur sa chaise, l'observant. « Tu es contente de la promotion ?» demanda-t-il. « Bien sûr. » Chloé fit sauter le bouchon, versa le vin pétillant. « J'ai travaillé 3 ans pour ça. J'y suis arrivé. Et le salaire va augmenter. » De combien? Environ 15 000 de plus par an. Bien, répondit Lucas, en hochant la tête. Ça nous servira. Ils font des coupes à mon boulot. Je risque d'être licencié. Chloé se figea, le verre à la main. Quoi? Quand? Ils l'annonceront la semaine prochaine, mais je le sais déjà. Je suis probablement sur la liste. Il prit son verre, le leva à la lumière. Donc ta promotion tombe bien. Chloé s'assit en face de lui, ses doigts crispés sur la tige de la flûte. Voilà. C'était ça. Il avait peur pour son travail. Pour l'argent. Pour l'incertitude. C'est pour ça qu'il était étrange, nerveux. Lucas, on va s'en sortir, dit-elle doucement. Tu trouveras autre chose. Tu es bon dans ton métier. Ils t'embaucheront. Facile à dire, ricana-t-il. Toi, tu es promu. Moi, je me fais virer. Drôle, non? Il n'y avait aucune joie, aucun soutien. Il y avait autre chose, de l'amertume, de l'envie. Chloé but une gorgée de champagne.
Il lui sembla acide. On ne devrait pas parler de ça maintenant, proposa-t-elle. Restons juste tranquilles, ensemble. Lucas vida son verre d'une traite et se leva. Je dois passer un appel. Un truc de boulot. Il quitta la cuisine, entra dans le salon et ferma la porte. Chloé resta assise, fixant son verre à moitié plein. Le silence était assourdissant. Elle entendait la voix de Lucas derrière la porte, étouffée, sans distinguer les mots. Elle se leva, alla vers la porte-fenêtre. Le bouquet était toujours là, sur la terrasse, immense, brillant, exhalant cette odeur lourde. Même derrière le vitrage, elle croyait la sentir. Si tu respires ça, tu ne survivras pas. Chloé ferma les yeux. Mon Dieu, quelles absurdités me traversent la tête. Ce n'était que des fleurs. Des fleurs normales. Lucas voulait faire quelque chose de bien. Oui, il avait été étrange, mais il était stressé. Des problèmes au travail. Tout avait une explication. Alors pourquoi insistait-il autant pour qu'elle les sente? Pourquoi l'avait-il observée? Pourquoi avait-il demandé, avec une froideur si simple, si elle était sûre de les avoir sentis? Chloé regarda la porte fermée du salon, puis le bouquet sur la terrasse, puis son téléphone. Léa ne pouvait pas savoir pour les fleurs. Elle ne pouvait pas. C'était impossible à moins qu'elle dise vrai. Chloé inspira profondément pour se calmer. D'accord. Elle prendrait ce fichu bouquet et le ramènerait à cette femme. Qu'elle lui dise ce qu'il avait de spécial. Qu'elle balaie ses soupçons ridicules. Et ensuite, Chloé rentrerait, chasserait cette paranoïa et reprendrait sa vie normale. Elle enfila un jean, un pull, une veste, prit son sac, sortit sur la terrasse. Elle attrapa le bouquet par l'emballage, en faisant attention à ne pas l'approcher de son visage. L'odeur l'enveloppa quand même, lourde, écœurante. Sa poitrine se resserra à nouveau. Elle entr'ouvrit la porte du salon. Lucas était assis avec son téléphone et ne vit pas qu'elle tenait le bouquet. « Je vais descendre les poubelles », mentit-elle. « Où tu vas à cette heure-là » demanda Lucas, soudain méfiant. « Tu ne peux pas le faire demain matin ? Le sac est plein, et ça commence déjà à sentir dans la maison. » Lucas la fixa longtemps. Trop longtemps. Puis il hocha la tête, lentement. « D'accord. Mais ne traîne pas. Il fait déjà nuit. » Chloé sortit, referma la porte derrière elle. Son cœur battait trop fort pour distinguer si c'était la peur ou l'adrénaline. Elle descendit les marches et se retrouva dehors. Il faisait presque complètement noir. Les lampadaires s'étaient allumés, jetant sur le trottoir une lumière froide. Elle marcha vite, presque en courant, tenant le bouquet le long de sa jambe. Il y avait 15 minutes jusqu'au marché frais du centre. Elle y arriverait. Elle devait y arriver. Parce que si Léa avait raison, si elle avait réellement raison, alors l'homme avec qui elle vivait depuis 5 ans venait d'essayer de la tuer. Chloé traversait les rues du soir avec ce bouquet, et chaque pas résonnait dans ses tempes comme un coup sourd. L'obscurité semblait s'épaissir. Les lampadaires s'allumaient l'un après l'autre. Les passants se hâtaient, ne lui prêtant aucune attention. Une femme avec des fleurs, rien d'étrange. Personne ne pouvait deviner l'ouragan de peur et d'incrédulité qui la ravageait, ni cette espérance désespérée que tout cela ne soit qu'un malentendu absurde. L'odeur s'infiltrait à travers l'emballage, et même à l'air libre, elle paraissait suffocante. Chloé s'arrêta plusieurs fois, sortit son inhalateur et prit une bouffée. Sa respiration était difficile. Psychosomatique ou danger réel, elle n'en savait rien. Mais à chaque pas, la certitude qu'elle devait aller voir Léa grandissait. Le marché frais du centre apparut enfin. Son enseigne lumineuse. L'entrée éclairée. Les mêmes portes automatiques. Sauf qu'à présent, tout lui semblait différent. Sinistre. Comme le décor d'un film où quelque chose d'horrible va se produire. Près du mur, là où le vigile l'avait poussé dehors quelques heures plus tôt, Léa se tenait debout. Elle berçait toujours le bébé, adossé au mur de briques. Quand elle vit Chloé, elle ne parut pas surprise. Elle ne bougea même pas. Elle hocha simplement la tête, comme si elle attendait exactement cela. « Vous êtes venu, dit Léa. Donc il les a apportés. » Chloé s'approcha et lui tendit le bouquet. « Tenez, souffla-t-elle.
Prenez-les. Dites-moi ce qu'il y a. Je ne comprends pas. Ce ne sont que des fleurs. Léa ne prit pas le bouquet. Elle se pencha, approcha son nez sans coller son visage. Puis elle se recula brusquement, le dégoût tordant ses traits. Posez-le par terre, ordonna-t-elle. Et reculez. Chloé déposa le bouquet sur le trottoir et recula de plusieurs pas. Léa s'accroupit avec précaution, calant le bébé sur un bras. De l'autre main, elle défit l'emballage. Le bouquet s'ouvrit comme une fleur empoisonnée. Léa fixa les pétales, puis sortit d'une poche de sa vieille veste un téléphone usé, à l'écran fissuré. Elle alluma la lampe. La lumière glissa sur les pétales, les étamines, les tiges. « Vous voyez ça ?» dit Léa en pointant les fleurs violettes au centre. Ce ne sont pas des fleurs ordinaires. Elles ont été traitées. Pour des gens comme vous. Pour des asthmatiques. Chloé avait du mal à entendre sa propre voix. Oui, le pollen est armé. Un allergène concentré. Une personne avec des poumons en bonne santé va éternuer, et c'est tout. Mais un asthmatique qui respire profondément, c'est une crise grave. Mortelle. Léa leva les yeux vers Chloé. Et si les secours n'arrivent pas à temps et ils n'auraient pas été là, parce que vous auriez été seul à la maison. Il serait parti. Il aurait eu un alibi. Vous auriez suffoqué, vous seriez tombé, vous seriez morte. L'ambulance serait arrivée trop tard. Asthme. Une crise. Un accident. Silence. Chloé regardait le bouquet sur le sol, incapable de bouger. Les mots de Léa tombaient dans sa conscience comme des pierres dans l'eau, envoyant des vagues d'horreur. « Comment vous savez ?» murmura-t-elle. « Comment il a pu ?» J'ai déjà vu ça, répondit Léa sans émotion. Il y a 3 ans. Une autre femme, une autre ville, un autre mari. Mais la méthode est la même. À l'époque, je vivais dans un foyer. Je faisais le ménage à l'hôpital. Je l'ai vue quand ils l'ont amenée, elle était déjà morte. Son mari l'avait apportée. Les médecins ont secoué la tête, asthme, ont-ils dit. Ça arrive. Elle fixa Chloé. Moi, je savais que ce n'était pas un accident. J'ai eu une vision. Comme avec vous. Pourquoi vous n'avez rien dit? À qui? Balbutia Chloé. Léa eut un sourire sans humour. À la police? Ils auraient ri. Une femme sans domicile, femme de ménage, accuse un homme respectable d'avoir tué sa femme avec des fleurs. Qui l'aurait cru? Et puis je n'ai jamais revu ce mari. Il a disparu, il a touché l'assurance, et il est parti. Chloé sentit ses jambes se dérober. Elle s'appuya au mur pour ne pas tomber. L'assurance? Répéta-t-elle, lentement. Et soudain, tout remonta. Oh mon Dieu, Lucas, la semaine dernière, il m'a fait signer des papiers. Il a dit que c'était pour le travail, un dossier d'avantage, une assurance. Léa hocha la tête comme si elle s'y attendait. Très probablement une assurance vie. En cas de décès, le bénéficiaire lui. Une grosse somme. Assez pour régler tous ses problèmes d'argent. Mais pourquoi? La voix de Chloé se brisa. Pourquoi? On est ensemble depuis 5 ans. Je l'aime. Il ne pourrait pas. Il pourrait, coupa Léa. L'argent. C'est toujours l'argent. Ou une autre femme, ou des dettes, ou tout à la fois. Vous gagnez de l'argent, mais vous valez encore plus morte. C'est plus simple de se débarrasser de vous et de vivre tranquille. Chloé se couvrit le visage de ses mains. C'est impossible, ce n'est pas vrai, Lucas et mon mari on dort dans le même lit, on prend le petit déjeuner ensemble, on fait des projets, comment il peut. Elle releva les yeux, en larmes. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai nulle part où aller. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas. Vous pouvez, dit Léa fermement. Et vous devez. Mais pas seul. D'abord, on appelle de l'aide. La bonne aide. Elle se redressa, serra le bébé contre elle et sortit son téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Demanda Chloé en essuyant ses larmes. J'appelle le 112, répondit Léa en composant. Vous avez besoin d'un dossier médical avant qu'il n'arrive autre chose.
Vous comprenez? C'est important. Il faut que ce soit enregistré. Ils doivent vous examiner. Notez le diagnostic. Inscrire qu'il y a eu contact avec un irritant, que votre vie a été menacée. Sinon, plus tard, vous ne pourrez pas le prouver. Une voix répondit. 112, quelle est votre urgence? Il y a une femme ici qui fait une crise d'asthme, dit Léa clairement. Elle a senti des fleurs. Elle a du mal à respirer. Il faut de l'aide, tout de suite. Adresse, 12 rue de la Liberté, devant le marché frais du centre, à Colmar. Chloé écoutait comme dans un rêve. Tout allait trop vite. Trop irréel. Il y a une heure, elle était heureuse. Promotion, joie. Et maintenant elle était dehors, à frissonner de froid et de peur, en apprenant que son mari voulait la tuer. Ils arrivent, dit Léa en raccrochant. 10 minutes. Asseyez-vous. Respirez régulièrement. Ne paniquez pas. Chloé glissa le long du mur et s'assit au sol. Il lui était vraiment difficile de respirer. Elle ne savait plus si c'était la peur ou si elle avait déjà inhalé un peu de ce poison. Et si s'ils viennent et disent que tout va bien? Qu'il n'y a pas de poison? Murmura-t-elle. Alors je me suis trompée, répondit Léa simplement. Mais je ne me trompe pas. Pas pour ça. Elle la regarda, implacable. Mes visions ne m'ont jamais trahi. L'ambulance arriva en 8 minutes. Un véhicule blanc, marqué de bandes bleues, gyrophares allumés, s'arrêta au bord du trottoir. 2 personnes en descendirent, un homme d'une 50aine d'années en tenue de secouriste, et une jeune femme portant un sac médical. « Où est la patiente ?» demanda l'homme. « Ici », répondit Léa en désignant Chloé. Le secouriste s'accroupit près d'elle. « Comment vous appelez-vous » Chloé Vasseur. « Qu'est-ce qui s'est passé, Chloé » Chloé avait du mal à articuler. « J'ai de l'asthme. J'ai été exposée à des fleurs avec une odeur très forte, et j'ai du mal à respirer. » Le secouriste hocha la tête, sortit un stéthoscope. « Montrez-moi votre inhalateur. » Chloé fouilla dans son sac, maladroitement, et le lui tendit. Il l'examina, acquiesça. « Quand est-ce que vous l'avez utilisé pour la dernière fois ?»« Il y a une demi-heure, peut-être un peu plus. » « Je vais écouter vos poumons. » Inspirez profondément. Il posa le stéthoscope dans son dos. Il écouta longtemps, le front plissé. Puis il retira les embouts et la regarda avec sérieux. Il y a des sifflements, la respiration est laborieuse. Vous devez aller à l'hôpital. Non, répondit Chloé trop vite. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez juste noter qu'il y a eu une crise? Qu'il y a eu un danger? Le secouriste fronça les sourcils. Pourquoi vous avez besoin de ça? Léa s'avança. C'est important, pour des raisons personnelles. Elle a besoin d'un document. Qu'il y a eu contact avec une substance dangereuse pouvant entraîner la mort. Le secouriste regarda Léa, puis Chloé, puis le bouquet posé sur le sol. Ce sont ces fleurs-là? Oui, souffla Chloé. Le secouriste se redressa, s'approcha du bouquet, se pencha et huma prudemment, sans coller son visage. Son expression changea. Ce n'est pas une odeur normale, dit-il lentement. C'est un irritant très puissant. Pour une asthmatique, ça peut être mortel. Il se redressa. Qui vous a donné ça? Mon mari, murmura Chloé. Silence. Le secouriste la fixa un long moment, puis hocha la tête, comme s'il comprenait quelque chose. D'accord. Je vais tout consigner dans le compte rendu d'intervention. Diagnostic, exacerbation aiguë d'asthme bronchique suite à contact avec allergène, situation potentiellement mortelle, surveillance hospitalière recommandée. Patiente refuse l'hospitalisation contre avis médical. Il hésita. Vous voulez une copie? Oui, dit Chloé. S'il vous plaît. Attendez ici. Il retourna vers l'ambulance, écrivit, puis revint avec une feuille portant un tampon officiel. Voilà. Gardez-la. Et soyez prudente. Il marqua une pause, le regard inquiet. Si quelque chose se passe, si vous êtes en danger, appelez la police tout de suite. Chloé vit dans ses yeux qu'il avait compris.
qu'il savait que ce n'était pas juste une crise. Merci, souffla-t-elle en prenant la feuille de ses mains tremblantes. L'ambulance repartit. Léa ramassa le bouquet, trouva près d'une poubelle un sac plastique, y glissa les fleurs, puis noua le tout très serré. Ça prouvera que votre mari voulait vous voir morte, dit-elle. Gardez-le. Ne le jetez pas. Demain matin, vous allez au commissariat. Vous déposez plainte. Vous montrez ce document. Vous montrez les fleurs. Vous exigez une analyse. Chloé secoua la tête, encore sous le choc. C'est insensé, la police ne va pas me croire. Ils vont dire que je suis folle, que mon mari m'a juste offert des fleurs et que... Ils vous croiront, coupa Léa, parce que vous aurez des preuves, un certificat médical, les fleurs, un témoignage et autre chose. Elle sortit son téléphone et montra l'écran à Chloé. J'ai tout filmé. Vous qui arrivez ici, moi qui explique, l'examen du secouriste, tout. Chloé fixa la vidéo. Tout y était. Pourquoi vous faites ça? Demanda-t-elle, la voix basse. Pourquoi vous m'aidez? Vous ne me connaissez même pas. Léa baissa les yeux vers le bébé, puis les releva vers Chloé. Parce que la dernière fois, je me suis tue. Quand cette femme est morte et que son mari s'en est sorti. Je ne me tairai pas une seconde fois. Elle tendit à Chloé le sac contenant le bouquet. Rentrez chez vous. Faites comme si de rien n'était. Ne laissez rien paraître. Demain matin, partez tôt. Allez chez une amie, chez votre mère, n'importe où. Et allez directement à la police. Compris? Chloé hocha la tête, serrant le sac contre elle. Il avait le poids d'une pierre, le poids d'une condamnation. Merci, murmura-t-elle. Merci de m'avoir sauvé la vie. Léa secoua la tête. Ne me remerciez pas encore. Vous vous sauverez vous-même quand tout sera fini. Après, vous pourrez me remercier. Chloé repartit. La nuit était plus épaisse, plus froide. Elle marchait avec la preuve que l'homme avec qui elle vivait depuis 5 ans avait voulu la tuer. Elle marchait sans savoir ce que le lendemain lui apporterait, comprenant seulement qu'une vie venait de se terminer, ce soir-là, devant ce marché, quand une inconnue tenant un bébé lui avait dit la vérité. Le pavillon apparut au bout de la rue. Les fenêtres étaient éclairées. Lucas l'attendait. Qu'est-ce qu'il pensait, maintenant qu'elle ne revenait pas tout de suite? L'appelait-il? S'inquiétait-il? Chloé sortit son téléphone, 3 appels manqués de Lucas. 2 messages, tu es où? Et, pourquoi tu ne réponds pas? Elle tapa une réponse, je suis tombée sur mon amie Jeanne. On a discuté. Je rentre? Elle monta les marches. Dans un coin discret, près du local à poubelle, elle dissimula le sac avec les fleurs. Puis elle ouvrit la porte. Lucas était dans l'entrée. Où étais-tu? Demanda-t-il, la voix tendue. Je te l'ai dit. Je suis tombé sur Jeanne. Elle me parlait de ses petits-enfants, je ne pouvais pas l'interrompre. Chloé retira sa veste, s'efforçant de garder un ton calme. Lucas hocha la tête et retourna à la cuisine. Chloé prit un verre d'eau. Ses mains tremblaient tellement que le verre faillit lui échapper. Elle but, sentant le froid descendre dans sa gorge, et ne pensa qu'à une chose. Survivre jusqu'au matin. Juste survivre jusqu'au matin. La nuit s'étira comme si elle ne finirait jamais. Chloé resta allongée près de Lucas, incapable de dormir. Chaque respiration, chaque mouvement de lui irritait ses nerfs à vif. Il dormait paisiblement, respirant régulièrement, se retournant parfois. Le sommeil normal d'un homme normal. D'un homme qui, quelques heures plus tôt, avait essayé de tuer sa femme. Chloé fixait le plafond sombre, repassant tout. Les mots de Léa. Le bouquet. Le document tamponné. Elle l'avait enfoncé au fond de son sac, sous des papiers et sa trousse de maquillage. Le sac plastique avec les fleurs était caché. Lucas ne devait pas les trouver. Pas cette nuit. Pas avant qu'elle n'aille à la police. L'horloge indiquait 4 heures du matin. Dehors, il faisait encore noir complet. Chloé s'assit doucement, regarda Lucas. Il dormait. Elle se leva sans bruit, enfila son peignoir et sortit de la chambre. Dans la cuisine,
Elle se servit un verre d'eau et s'assit à la table. Tout son corps était tendu comme une corde. Son téléphone était là. Elle l'attrapa, ouvrit la conversation avec Léa. « Je n'arrive pas à dormir », écrivit-elle. La réponse arriva en moins d'une minute, « Moi non plus. »« Comment tu vas ? » ?»« J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. » Pars tôt le matin pendant qu'il dort et va directement à la police. Ne traîne pas. Et s'il se réveille et me demande où je vais ? Mens. Dis que tu vas chez le médecin pour un contrôle. Après la crise d'hier, c'est logique. Chloé hocha la tête, seule, dans la cuisine. Oui. Ça pouvait marcher. Lucas savait qu'après une crise, elle allait parfois chez le pneumologue pour vérifier. D'accord. Merci. Tiens bon. Tu vas t'en sortir. Chloé posa le téléphone, termina son eau. Elle devait dormir un peu, reprendre des forces. Le lendemain serait terrible. Elle retourna dans la chambre, se recoucha prudemment sans le réveiller. Elle ferma les yeux. Le sommeil ne venait pas. Les pensées tournaient, toujours plus sombres, et si la police ne la croyait pas ? Et s'il disait qu'il n'y avait pas assez de preuves ? Et si Lucas découvrait qu'elle avait été au commissariat ? Non. Ne pas y penser. Juste survivre jusqu'au matin. Survivre et sortir. Chloé ouvrit les yeux à 7 heures. Elle avait fini par s'endormir, quelques heures, sans s'en rendre compte. Lucas s'étira à côté d'elle en bâillant. « C'est déjà le matin, marmonna-t-il. »« Oui. » Chloé s'assit sur le bord du lit. « Je dois aller chez le médecin après ce qui s'est passé hier. » Lucas s'appuya sur un coude, la regarda. « Quel médecin ? » Le pneumologue. À la clinique. Après une crise, je dois me faire contrôler. Elle essaya de parler comme si c'était banal. Tu veux que je te conduise ? Le cœur de Chloé s'enfonça. C'était la dernière chose qu'elle voulait. Non, non, ce n'est pas la peine, dit-elle vite. Tu dois aller au travail. Je ne veux pas te retarder. Et je serai plus rapide en tram, de toute façon. Lucas la fixa longtemps. Trop longtemps. Chloé sentit ce regard lourd, évaluateur. D'accord, finit-il par dire. Comme tu veux. Il se leva et partit à la salle de bain. Chloé expira. Elle s'habilla rapidement, jean, pull, veste. Elle prit son sac, vérifia que le document tamponné était bien à sa place. Il y était. Elle fourra des vêtements de rechange et des affaires de toilette dans un grand sac de sport trouvé dans un placard. Il était lourd, encombrant, mais elle n'avait pas le choix. Lucas sortit de la salle de bain et la vit avec 2 sacs. « C'est quoi, le sac de sport ?»« Mes affaires pour la piscine, » mentit Chloé. « Je veux nager après le médecin. Le docteur dit que c'est bon pour les poumons. Tu n'es pas allé à la piscine depuis 6 mois. » « Justement. Je veux reprendre. » Lucas hocha la tête, mais quelque chose passa dans ses yeux, suspicion, méfiance. Chloé ne resta pas pour voir la suite. Elle l'embrassa rapidement sur la joue, comme d'habitude, et sortit. Près du local à poubelle, le sac avec les fleurs était toujours caché. Elle le récupéra et descendit les marches en courant. Dehors, il faisait frais. Le ciel était couvert, gris. Chloé marcha vite, presque au pas de course. L'arrêt de tram était à 10 minutes. Elle descendit, monta dans la rame, serra le sac de sport contre elle et posa le sac avec les fleurs au sol. Elle avait l'impression absurde et terrifiante de transporter une preuve contre son propre mari. Le commissariat se trouvait avenue de la République, pas très loin du centre. Chloé descendit au bon arrêt, remonta à la surface. Le bâtiment était gris, discret, avec un panneau « Commissariat de police ». Elle s'arrêta devant l'entrée, rassemblant son courage. Une fois ce seuil franchi, il n'y aurait plus de retour. Elle allait accuser officiellement son mari de tentative de meurtre. Inspirer. Expirer. Y aller. À l'intérieur, il faisait chaud. Ça sentait les lieux administratifs, café du matin, papier, et quelque chose d'indéfinissable. Un agent d'accueil feuilletait des documents derrière un comptoir. En voyant Chloé, il leva la tête.
Je peux vous aider? Je veux déposer plainte, dit Chloé, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Pour tentative de meurtre. L'agent se redressa, posa ses papiers. Asseyez-vous. Je vais appeler un enquêteur. Chloé s'assit sur une chaise dure dans le couloir, serrant son sac. 5 minutes plus tard, un homme énergique d'une quarantaine d'années, en costume soigné, apparut. Capitaine Nicolas Bernard, se présenta-t-il. Suivez-moi, s'il vous plaît. Son bureau était petit, encombré d'armoires et de dossiers. Il s'installa derrière son bureau et indiqua une chaise à Chloé. Je vous écoute. Chloé posa ses sacs au sol, sortit le document tamponné de son sac et le posa sur le bureau. Hier, mon mari m'a apporté des fleurs. Il insistait pour que je les sente. Il insistait beaucoup. Il me regardait, il me demandait si j'étais sûr de les avoir senties. J'ai de l'asthme. Ces fleurs ont été traitées avec quelque chose qui peut provoquer une crise mortelle. Je ne les ai pas senties grâce à l'avertissement d'une femme. Chloé parlait vite, par à coups, comme si s'arrêter une seconde l'empêcherait de continuer. J'ai appelé une ambulance. Le secouriste a noté que la situation était potentiellement mortelle. Voilà le document. Et voilà les fleurs. Je veux déposer plainte pour tentative de meurtre. Le capitaine Bernard resta silencieux. Il la regarda, puis regarda le document, puis le sac posé au sol. Son visage demeura impassible. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Demanda-t-il enfin. Absolument. Avez-vous une preuve d'intention? Des témoins? D'autres éléments, en dehors du bouquet et du comportement étrange de votre mari? Chloé sortit son téléphone, ouvrit les messages de Lucas des dernières semaines et lui montra. Là, il écrit qu'il a des problèmes au travail, qu'il risque d'être licencié, qu'on n'a pas d'argent. Et là il y a une semaine, il m'a fait signer des papiers. Il a dit que c'était pour le travail. J'ai signé sans regarder. Maintenant je me souviens que c'était lié à une assurance. Je pense que c'était une assurance vie en cas de ma mort. Le capitaine Bernard prit le téléphone, étudia les messages attentivement, puis hocha la tête. D'accord. On va vérifier. Comment s'appelle votre mari? Lucas Vasseur. Il travaille chez Bâtiment du Rhin. Nous habitons, elle donna l'adresse de leur pavillon et les détails nécessaires. Il nota, puis releva la tête. Racontez-moi tout dans l'ordre, depuis le début. Sans vous presser. Chloé lui parla de la promotion, de sa rencontre avec Léa, de l'avertissement, de Lucas rentrant avec le bouquet, de son insistance pour qu'elle le sente, de son comportement étrange. Elle raconta comment elle avait apporté les fleurs à Léa, l'appel au secours, l'examen, le document établi. Le capitaine Bernard l'écoutait, posant parfois une question précise. Quand elle eut fini, il la fixa gravement. C'est une accusation très grave, dit-il. Tentative de meurtre. Si on confirme par analyse, qu'on vérifie l'assurance et qu'on prouve l'intention, votre mari risque jusqu'à 15 ans. Vous êtes prête à ça? Chloé hocha la tête. Il a voulu me tuer. Je ne peux pas laisser passer. Très bien. Écrivez votre déclaration. Voici le formulaire. Il lui donna une feuille et un stylo. Chloé écrivit, la main tremblante. Elle écrivit qu'elle accusait son mari, Lucas Vasseur, d'avoir tenté de provoquer une crise d'asthme mortelle en lui apportant des fleurs traitées avec une substance dangereuse pour les asthmatiques, qu'il avait insisté pour qu'elle les sente, et qu'elle était convaincue qu'il s'agissait d'un plan prémédité. Elle signa, data, et rendit la déclaration. Le capitaine Bernard la lut. D'accord. On va envoyer les fleurs en analyse. On va vérifier si elles contiennent réellement une substance dangereuse. En parallèle, on va contacter les assureurs pour savoir s'il existe une police à votre nom avec votre mari comme bénéficiaire. Il nota encore. On va entendre votre mari. On va entendre cette femme Léa. Vous avez ses coordonnées? Oui. Chloé lui donna le numéro. Très bien. Où allez-vous être maintenant? Je vous déconseille de rentrer chez vous, précisa-t-il. Je vais aller chez ma mère, dit Chloé aussitôt. Elle vit à l'autre bout de la ville. Parfait. Laissez votre adresse et votre numéro. On vous recontactera dès qu'on aura des résultats. Chloé donna tout.
Elle se leva, ramassa ses sacs. Merci, dit-elle. Merci de me croire. Je ne vous crois pas encore, répondit-il franchement. Je fais mon travail, je vérifie. Si tout se confirme, alors je vous croirai. Chloé sortit avec une étrange sensation de soulagement. Elle l'avait fait. La plainte était déposée. Maintenant, c'était dans les mains de la police. Il ne lui restait qu'à attendre. Elle appela sa mère. « Maman, est-ce que je peux venir tout de suite ?»« Bien sûr, ma chérie. »« Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je te dirai quand je serai là. » Le trajet jusqu'à chez sa mère dura 40 minutes. Marie-Thérèse l'accueillit à la porte et la serra fort. « Tu es toute pâle, qu'est-ce qui s'est passé ?» Chloé lui raconta tout. Sa mère l'écoutait, blêmissant à vue d'œil, une main sur la poitrine. « Mon Dieu, murmura-t-elle quand Chloé finit. « Mon Dieu, comment c'est possible ? Ce monstre, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Toujours. » Maman, non, Chloé la serra dans ses bras. L'important, c'est que je suis vivante. Et il paiera. Il paiera, ou il paiera. La journée s'étira douloureusement. Chloé resta chez sa mère, but du café au lait, tenta de se distraire avec la télévision, mais ses pensées revenaient toujours au même point. Que se passait-il maintenant? Avait-on convoqué Lucas? Qu'est-ce qu'il disait? Il niait ou il avouait? À 18h, le capitaine Bernard appela. Chloé, on a des nouvelles. L'analyse a confirmé. Les fleurs contiennent une forte concentration d'un allergène particulièrement dangereux pour les asthmatiques. Un traitement spécifique du pollen. Ça ne peut pas être dû au hasard. Le cœur de Chloé se mit à battre à tout rompre. Et maintenant? Maintenant, on vérifie l'assurance. On a trouvé une police souscrite à votre nom il y a 9 jours. Montant, 3 millions d'euros. Bénéficiaire, votre mari. En cas de décès par accident ou maladie, il touche l'intégralité. Silence. Chloé n'entendait plus que son propre cœur. On a convoqué votre mari, poursuivit le capitaine Bernard. Au début, il a tout nié. Il a dit qu'il voulait juste vous faire plaisir, qu'il ne savait rien des allergènes, que c'était une coïncidence. Mais on lui a posé quelques questions et il a fait un faux pas. Comment? Murmura Chloé. Il a affirmé avoir acheté le bouquet le matin, avant d'aller travailler. On a vérifié les images de vidéosurveillance du fleuriste, il a acheté les fleurs l'après-midi, vers 15h, juste après être sorti du bureau de l'assurance où il a souscrit la police. Autrement dit, il a menti. Quand on lui a montré les images, il s'est effondré, il s'est contredit. Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux. « Donc vous me croyez ?» « Oui, » dit le capitaine Bernard fermement. « Je vous crois. C'était une tentative de meurtre prémédité. Votre mari a souscrit l'assurance, acheté et fait traiter les fleurs en sachant votre asthme, en calculant que vous respireriez l'allergène et mourriez d'une crise. Ça aurait ressemblé à un accident. L'assurance aurait payé, et il s'en serait sorti. » Chloé ferma les yeux. Les larmes coulèrent. Elle ne pleurait pas de chagrin. Elle pleurait de soulagement. Il l'avait cru. Il ne la prenait pas pour une folle. Tout était confirmé. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle à travers ses larmes. « Votre mari a été arrêté. Il est mis en examen pour tentative de meurtre. Demain, un juge décidera des mesures, mais il y a de fortes chances qu'il reste en détention. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. » Le capitaine Bernard continua, d'une voix calme. « L'assurance a été annulée, aucun paiement ne sera effectué. Vous pouvez engager une procédure de divorce et demander une ordonnance de protection pour votre sécurité. »« Merci, » murmura Chloé. « Merci beaucoup. »« Remerciez la femme qui vous a averti, » répondit-il. « Elle vous a sauvé la vie. On va l'entendre officiellement. Son témoignage est très important. » Chloé raccrocha. Marie-Thérèse la prit dans ses bras, lui caressant les cheveux comme quand elle était petite. « Ça y est ma chérie. C'est fini. Tu es en sécurité. » Mais Chloé savait que ce n'était pas fini. Il y aurait le procès, les démarches, le divorce, et reconstruire une vie entière.
Mais elle était vivante. Elle respirait. Elle avait survécu parce qu'elle n'avait pas senti les fleurs. Grâce à Léa. 3 semaines passèrent. 3 semaines durant lesquelles la vie de Chloé fut renversée de fond en comble. Elle vivait chez sa mère, dans son ancienne chambre d'enfance. La nuit, elle se réveillait en sursaut, hantée par des cauchemars où Lucas se tenait au-dessus d'elle avec un bouquet en disant « Sens-les. Allez, sens-les. » La détention fut maintenue. Lucas restait en prison en attendant son procès. Son avocat tenta de plaider l'accident, l'ignorance, l'intention de faire plaisir, mais les preuves étaient irréfutables, l'assurance, la vidéo du fleuriste, le document des secours, l'analyse des fleurs, le témoignage de Léa. Chloé engagea une procédure de divorce. Son avocat lui dit que cela prendrait plusieurs mois, mais que ce serait une formalité, dans de telles circonstances, aucun tribunal ne refuserait la dissolution. Elle demanda aussi un partage, mais il n'y avait presque rien, un logement loué, une vieille voiture, pas d'économie. 5 ans de mariage n'avaient laissé que le vide et l'amertume de la trahison. Au travail, la nouvelle circula vite. Des collègues chuchotaient, la regardaient avec pitié ou curiosité. Sandrine la serra dans ses bras en pleurant. « Je suis désolé, c'est moi qui lui ai envoyé un message pour la promotion. Je ne savais pas. Je n'aurais jamais pu imaginer. » Chloé la calma, lui dit que ce n'était pas sa faute. Une seule personne était responsable, et il répondrait de ses actes. Stéphane Morel la convoqua une semaine après l'arrestation. « Chloé, je veux que vous sachiez que l'entreprise est de votre côté. Si vous avez besoin d'aide juridique, de soutien psychologique, venez nous voir. On vous aidera. Et votre promotion tient toujours. Vous l'avez mérité. » Chloé le remercia, luttant de toutes ses forces pour ne pas pleurer là, dans son bureau. Elle n'était pas habituée à la compassion. Elle n'était pas habituée à ce que des gens se soucient vraiment d'elle. Mais plus que tout, elle voulait voir Léa. La femme qui lui avait sauvé la vie. Qui avait fait confiance à ce qu'elle voyait et n'était pas restée silencieuse. Chloé retourna plusieurs fois devant le marché frais du centre. Chercha Léa. Elle n'y était pas. Le même vigile, celui qui l'avait chassée, haussa les épaules. « Je ne l'ai pas vue. Ça fait un moment. » Chloé appela le numéro que Léa lui avait donné. Personne ne répondit. L'angoisse monta. Où était-elle? Qu'est-ce qui lui était arrivé? Le capitaine Bernard lui dit que Léa était venue faire sa déposition, qu'elle avait donné un témoignage détaillé, mais qu'il ne l'avait pas revue. Elle n'a pas d'adresse fixe, précisa-t-il. Mais son témoignage est au dossier. C'est une témoin officielle. Si on a besoin, on la retrouvera. Ça ne rassurait pas Chloé. Elle devait la voir. Elle devait lui dire merci. Elle devait faire quelque chose, au moins un peu, pour rendre ce qu'elle avait reçu. Un samedi, exactement 3 semaines après cette nuit-là, Chloé retourna encore au marché. C'était un jour d'octobre doux. Le soleil brillait. Les feuilles viraient au jaune et au rouge. L'automne en pleine lumière si beau, si paisible, contrastant violemment avec l'enfer dans son ventre. Le marché était identique. Les gens entraient et sortaient avec leurs sacs. La vie continuait. Chloé s'arrêta au même mur, à l'endroit où Léa s'était tenue. Un espace vide. « Vous cherchez quelqu'un » demanda une voix derrière elle. Chloé se retourna. Une vieille dame avec un sac de courses la regardait, curieuse. Oui. Une jeune femme avec un bébé. Elle était souvent ici. Des cheveux noirs. À elle, fit la dame en pinçant les lèvres. On l'a emmenée il y a environ 2 semaines. Le cœur de Chloé se serra. Où? Dans un foyer. Les services sociaux sont venus. Ils ont dit que l'enfant devait être pris en charge, que la rue n'était pas un endroit pour lui. Elle n'a pas résisté. Elle est partie. La dame se tut un instant. Elle était étrange. Elle ne demandait jamais d'argent. Elle ne se plaignait pas. Elle restait là, à regarder, comme si elle voyait des choses que les autres ne voient pas. Vous savez dans quel foyer? Comment je le saurais? Je n'ai pas demandé. La dame haussa les épaules et s'éloigna. Chloé sortit son téléphone et chercha des foyers d'hébergement. Il y en avait 5.
Elle appela l'un après l'autre. Les 3 premiers dirent qu'ils n'avaient personne de ce nom. Le 4e ne répondit pas. Le 5e, un foyer à la périphérie, le foyer d'accueil d'espoir, décrocha. Léa? Oui, nous avons quelqu'un comme ça avec un enfant. Qui êtes-vous? Je suis une amie. Est-ce que je peux la voir? Les visites, c'est de 14 à 16 heures. Venez. Chloé raccrocha et alla immédiatement dans un magasin de puériculture. Elle choisit longtemps une poussette, pas la plus chère, mais solide, stable, avec des roues confortables. La vendeuse l'aida à l'emballer. Puis Chloé remplit un chariot, peluche, un ours en tissu, un lapin, petits pots, céréales, compote, bananes, pommes. Elle prit ce qui pouvait être utile au bébé, sans regarder le prix. C'était sa manière de dire merci. La seule manière de remercier un peu celle qui lui avait sauvé la vie. 1 heure plus tard, elle arriva au foyer. Il était installé dans un vieux bâtiment de 2 étages, autrefois une résidence. Murs crépis, peinture bleue. À l'intérieur, c'était propre et chaud. L'administratrice nota ces informations et la conduisit dans une salle de visite, une petite pièce avec 2 canapés et une table. Je vais l'appeler. Chloé attendit, nerveuse. La porte s'ouvrit. Léa entra. Elle avait changé. Ses cheveux étaient propres, tressés soigneusement. Elle portait des vêtements simples mais propres, jeans, pull. Le bébé dormait dans ses bras, enveloppé dans une couverture douce. Son visage était rose, en bonne santé. « Vous êtes venu ?» dit Léa en souriant, en s'asseyant en face d'elle. « Je vous cherchais » dit Chloé en se penchant. « Je voulais vous dire merci. Vous m'avez sauvé la vie. Sans moi, vous seriez morte » compléta Léa calmement. « Je sais. Mais vous êtes vivante, et c'est le principal. » Chloé s'empressa de raconter. Ils l'ont arrêté. Lucas, il est en détention. Il y aura un procès. Il risque jusqu'à 15 ans. Tout a été confirmé. L'assurance, les fleurs, tout. Léa hocha la tête. La justice a fait son travail. Grâce à vous. Chloé se leva, sortit dans le couloir, puis revint en poussant la poussette, débordant de sacs. Je veux vous aider, vous et le bébé. C'est pour lui. Léa resta immobile, fixant la poussette. Chloé sortit les achats un par un, les jouets, les petits pots, les céréales, les compotes, les fruits. La poussette est solide, confortable. Et tout ça, c'est pour l'enfant. S'il vous plaît, acceptez. Léa regarda cette abondance en silence. Ses lèvres tremblèrent. Elle serra le bébé plus fort contre elle. Et des larmes coulèrent sur ses joues. Des larmes silencieuses. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Personne n'a jamais autant de gentillesse. Vous m'avez sauvé la vie, dit Chloé en s'asseyant près d'elle, en lui prenant la main. C'est le minimum. Léa essuya ses larmes, hocha la tête sans pouvoir parler. Elle regarda la poussette, les jouets, tout ce que Chloé avait apporté, et elle pleura de bonheur parce que quelqu'un avait vu en elle non pas une mendiante, mais une personne digne de reconnaissance et de respect. Merci, souffla-t-elle enfin. Merci. Chloé fouilla dans son sac et sortit une enveloppe. Et ça aussi un peu d'argent pour que vous puissiez. Léa leva la main pour l'arrêter. Non. La poussette et les choses, je les prends. C'est pour le bébé. Mais pas l'argent. Pourquoi? Je ne vous ai pas sauvé pour de l'argent. Léa regarda l'enfant et ajusta la couverture avec soin. J'ai fait ce que je devais faire. Ce que je n'ai pas fait la dernière fois. Maintenant je peux dormir en paix. Chloé ravala une émotion. Alors dites-moi au moins comment vous avez su? Comment vous avez compris que Lucas préparait ça? Léa resta silencieuse un moment, puis parla doucement. Je vois des choses depuis que je suis enfant. Pas tout le temps. Mais parfois, très clairement. Je vois la mort quand elle est proche. Je vois le danger. Ce jour-là, je l'ai vu au-dessus de vous comme un nuage noir. Et j'ai su que si je me taisais, vous mourriez. Comme cette femme, il y a 3 ans. Et vous avez décidé de m'avertir. Oui. Même si je savais que vous pourriez ne pas me croire.
Que vous pourriez me prendre pour une folle. Mais je devais essayer. Je me suis tue une fois, et ça m'a torturé tous les jours. Je ne pouvais pas me taire une deuxième fois. Chloé essuya les larmes qui lui étaient venues sans prévenir. Vous m'avez sauvé. Et je ne l'oublierai jamais. Léa sourit. Pour la première fois, Chloé vit vraiment son sourire, doux, triste. Vivez. Vivez bien. Soyez heureuse. C'est ça, le mieux. Merci. Et vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ici, ils aident, répondit Léa en regardant autour d'elle. Ils donnent à manger, un toit. Ils aident pour les papiers. Les médecins ont examiné le bébé, il va bien. Je vais trouver un travail. Me remettre sur pied. On va s'en sortir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Chloé prit un papier, écrivit son numéro, le lui tendit. Appelez-moi quand vous voulez. Je vous aiderai. Léa prit le papier et hocha la tête. Merci. Elles restèrent encore un moment en silence. Deux femmes dont les vies s'étaient croisées au moment le plus critique. L'une avait sauvé l'autre sans rien demander en retour, simplement parce qu'elle le pouvait, simplement parce qu'elle le devait. Chloé quitta le foyer le cœur plus léger. Pour la première fois depuis 3 semaines, elle avait l'impression de respirer librement. La peur reculait. La vie continuait. Le procès eut lieu 2 mois plus tard. Chloé assista à chaque audience. Elle regardait Lucas assis derrière la vitre, dans la salle d'audience, et ne reconnaissait pas l'homme avec qui elle avait vécu 5 ans. Il avait maigri, avait l'air hagard, ses cheveux commençaient à grisonner. Il la regardait et, dans ses yeux, elle lisait le désespoir, mais pas le remords, seulement le désespoir de quelqu'un dont le plan avait échoué. Son avocat tenta d'atténuer sa culpabilité. Il parla d'une situation financière difficile, du stress, du fait que l'accusé n'avait pas eu conscience des conséquences. Mais le procureur resta inflexible. C'était une tentative de meurtre prémédité, intention, planification, préparation, calcul. Tout indiquait une tentative froide et cynique d'éliminer sa femme pour de l'argent. La peine tomba, 12 ans de réclusion. Le divorce fut prononcé le même jour. Chloé sortit du palais de justice et prit une profonde inspiration. C'était fini. Enfin fini. Peu à peu, elle revint à une vie normale. Elle loua un petit 2 pièces près de son travail. Elle alla voir une thérapeute. Le traumatisme était profond, et y faire face seule était impossible. Son travail l'aidait à se distraire. Son nouveau poste exigeait toute son énergie, et Chloé en était reconnaissante. Moins elle avait de temps pour penser, mieux c'était. Elle revit Léa plusieurs fois. Léa trouva un emploi de caissière dans une petite boutique. Elle loua une chambre dans une pension. Elle confia son fils à une crèche pendant qu'elle travaillait. La vie, lentement mais sûrement, se remettait sur ses rails. Elle buvait du café au lait dans la cuisine de la pension. Elle parlait de choses simples, le travail, le temps qu'il faisait, des projets pour l'avenir. Elle ne parlait pas de cette nuit-là. Ce n'était pas nécessaire. Tout avait déjà été dit. 1 an passa. Chloé se tenait sur le balcon de son nouvel appartement. Elle regardait la ville, illuminée par les lumières de la nuit, et pensait à quel point la vie est fragile, à quel point une seule respiration peut être la dernière, à quel point une seule décision peut tout changer. Elle avait survécu, non parce qu'elle était plus forte, plus intelligente ou plus prudente. Elle avait survécu parce qu'elle n'avait pas respiré. Parce qu'une étrangère avait décidé de ne pas se taire. Parce que parfois, dans le moment le plus sombre, une lumière inattendue apparaît étrange, mais salvatrice. Chloé sourit. La vie continuait. Et elle était reconnaissante pour chaque nouveau jour, pour chaque souffle, pour chaque chance de continuer.